Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Si on regarde l'actualité culturelle des dernières années au Québec, on a parfois l'impression que chaque semaine quasiment, il y a dans le milieu culturel des allégations ou carrément des accusations ou carrément des procès pour harcèlement sexuel, agression sexuelle. Bref, on a l'impression que c'est assez courant. Ben, c'est pas juste une impression, parce qu'il y a deux professeurs de l'Université du Québec à Montréal qui ont émis un rapport, et ce rapport-là conclut que les violences à caractère sexuel touchent davantage la culture que les autres milieux de travail au Québec. On va en parler avec les deux auteurs de ce rapport-là. Elles s'appellent Vanessa Blais-Tremblay et Joëlle Bissonnette. Elles nous joignent toutes les deux. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour, Madame Durocher. Écoutez, est-ce que c'est un petit bébé que vous avez avec vous? Ah, formidable! Ah, ça, j'adore ça. En plus, est-ce qu'on est en train de le réveiller? Non, il dort Non. point fermé. Ben, félicitations, vous conciliez le travail et la famille. J'adore ça. Écoutez, mesdames, qu'est-ce qui vous a donné d'abord envie de vous pencher sur cette comparaison entre le milieu culturel et les autres milieux de travail en ce qui a trait aux violences à caractère sexuel? Je dirais que la comparaison est pas au cœur de la démarche. C'est-à-dire qu'il y a certaines données qu'on a collectées. Il faut savoir que la démarche de recherche, c'était essentiellement d'aller recenser toutes les études qui avaient été faites ici, ailleurs dans le monde sur les violences à caractère sexuel, puis de consulter des représentants d'organisations du milieu culturel pour brosser un état des lieux. La comparaison est ressortie là à travers certaines données qu'on a collectées dans d'autres études qui ont été réalisées, mais c'est pas la donnée qui est au cœur de la recherche, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de données sur le contexte québécois pour pouvoir établir une comparaison franche, mais plusieurs données qu'on a collectées donnent à penser que le problème serait plus flagrant, plus récurrent, plus fréquent dans le milieu culturel que dans d'autres milieux. Est-ce que c'est possible, par contre, que ce soit simplement parce que, vu que le milieu culturel, ce sont des gens qui par la force des choses, sont sous les projecteurs, que c'est juste qu'on en parle plus ou que la parole s'est peut-être plus déliée dans ce domaine-là? Est-ce que ça, c'est possible? Hein? C'est pas exactement ce que... Vas-y, Vanessa. C'est pas exactement ce que les données rapportent, dans la mesure où, pour les études qu'on a consultées, la très forte majorité des violences à caractère sexuel ne sont pas dénoncées. Évidemment, lorsqu'on travaille avec des études, on parle de personnes qui déclarent avoir vécu des violences à caractère sexuel. Évidemment, lorsqu'on pose des questions, la personne qui répond à la question doit être capable d'avoir conscientisé un vécu de violence pour être capable de cocher oui à cette question-là. Donc, c'est une hypothèse qui est pas au cœur de la démarche de recherche. Ceci dit, ce que je dirais, c'est que ce qu'on a identifié dans notre projet de recherche, c'est un consensus scientifique assez large et un consensus aussi dans le milieu de la culture qui est assez large autour des facteurs du milieu de la culture qui vulnérabilisent à la commission de violences à caractère sexuel. Donc ça peut inclure le fait que la ligne entre le personnel et le professionnel est parfois mince dans le milieu de la culture. Il y a un caractère du milieu de la culture, il y a l'importance de la réputation, du capital social dans le milieu de la culture. Il y a aussi la grande précarité des artistes. Il y a un assez bon consensus qui se dégage pour montrer que plus les artistes sont précaires, plus ils sont à risque de violence à caractère sexuel. Donc vraiment, au cœur de la démarche, ça a été de présenter justement ces facteurs-là qui vulnérabilisent les lieux de travail, d'apprentissage et de loisirs aux violences à caractère sexuel. Est-ce que un des aspects, c'est aussi le côté gloire, c'est-à-dire des gens dans le milieu culturel sont connus, ont une reconnaissance publique et donc vient avec ça un sort de sentiment d'invulnérabilité. Tu sais, moi, je peux faire ce que je veux parce que je suis une grosse vedette, j'ai ma face à la tête des magazines. Est-ce que ça, c'est un élément qui contribue au fait que dans le milieu culturel, il y en ait peut-être plus qu'ailleurs?
Ben, il y a des études qui montrent qu'en effet, tout ce qui est rapport de pouvoir symbolique, va faire en sorte qu'une personne peut être plus susceptible de commettre des violences à caractère sexuel, peut aussi faire en sorte qu'elle va moins reconnaître ou qu'elle va moins être rendue imputable de ses actes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des pairs, des collègues, peu importe les niveaux hiérarchiques, les niveaux de pouvoir, qui peuvent aussi commettre des violences à caractère sexuel en raison d'autres facteurs vulnérabilisants du milieu, notamment l'informalité, l'intimité qui peut être induite par différents contextes, là, différents lieux, différents contextes professionnels qu'il y a dans le milieu culturel. D'accord, mais je retiens quand même, Vanessa, quand vous dites festif, c'est sûr que dans le milieu culturel, bon, tu sais, il y a un spectacle, il y a un festival, tout le monde est sur le party, ça crée une certaine atmosphère qui est peut-être propice, en effet, à ce que des gens se disent, oh ben c'est correct, c'est moins grave, mais ça veut pas dire que c'est moins grave du tout. Quand on regarde les détails, quand on décrit ce que c'est, ça va de paroles déplacées, de regards insistants, de voyeurisme à l'autre extrême qui est des gestes et des agressions sexuelles. Je vais vous poser une question, puis c'est pas une question piège. Est-ce que c'est pas dangereux, d'une certaine façon, de mettre tout ça dans le même sac? C'est-à-dire que quelqu'un qui est victime d'un regard insistant, on s'entend que l'impact n'est pas le même que quelqu'un qui a eu une agression sexuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, si on mélange tout ça, de diminuer la crédibilité des accusations ou des allégations? Non, je pense pas. Je pense que le rapport fait bien son travail en rapportant correctement des statistiques qui sont attribuées à des comportements particuliers. Ce que je soulignerais, c'est que bien que l'impact, évidemment, soit différent pour une personne qui vit des agressions sexuelles ou un viol, ou pour une personne qui, comme vous le dites, subit des regards insistants, évidemment, on va pas expliquer les impacts de la même manière. Il reste que ça a un impact sur le bien-être psychologique, sur le bien-être professionnel, sur le bien-être physique, puis sur la carrière des personnes qui travaillent en culture. Puis ça a de la valeur. Ça compte pour moi. Oui, mais en même temps, encore une fois, là, je m'excuse d'insister, mais un regard insistant, là, je veux dire, est-ce que ça va vraiment faire en sorte que cette personne-là va vraiment avoir un impact sur sa carrière? Je veux dire, un regard insistant. Oui? OK, alors donnez-moi un exemple. C'est ce que les données rapportent dans l'étude, en tout cas, cette idée-là selon laquelle il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles se présentent sur scène, plutôt que d'être perçue comme un artiste, elle va être perçue d'abord comme une femme. Ou lorsqu'une personne trans se présente à une audition, elle va être reconnue d'abord pour sa qualité de personne trans par opposition à ce qu'elle a à offrir justement au milieu de l'audiovisuel. Donc là, dans ces déplacements-là, où est-ce que les capacités d'un artiste sont obscurcies au profit de particularités identitaires qui se rapportent au genre ou à la sexualité, dans ces cas-là, il y a lieu d'y investiguer s'il n'y a pas une composante de violence à caractère sexuel qui a eu lieu pour créer ce déphasage-là. D'accord. Mais Joëlle, je me tourne vers vous à ce moment-là. C'est que on vit dans un monde imparfait. Moi, je veux évidemment vivre dans un monde où, dans le milieu culturel et ailleurs, il n'y a pas d'agression sexuelle, il n'y a pas de gestes déplacés. Mais de penser qu'on vivrait dans un monde où personne ne va avoir de regard insistant, comme j'ai l'impression qu'on est un peu en train de... Il y a la nature répétée aussi des actes qui peut accroître l'impact qu'ils exercent. Mais je pense aussi qu'il faut poser la question dans l'autre sens. Et pourquoi cette définition-là est aussi exhaustive? C'est aussi parce qu'il fallait, nous, dans notre démarche, poser de quoi il est question quand on parle de violence à caractère sexuel, à quoi les gens pensent. Et en recensant les études, en consultant le milieu, ben, on en est venu à cette liste d'éléments, à cette définition exhaustive, mais qui mérite toujours d'être contextualisée, mais qui a, dans le cadre de notre démarche, pour but de donner des mots, donner un vocabulaire lorsqu'on parle de violence à caractère sexuel, puis être capable de nommer les gestes pour les reconnaître, pour pouvoir agir de façon plus éclairée par rapport à ces gestes-là aussi, puis mieux reconnaître les impacts qu'ils exercent. D'accord, je comprends. Merci beaucoup, Vanessa Blais-Tremblay, Joëlle Bissonnette, pour ce rapport. Et moi, je pense qu'il y a une discussion à avoir sur l'impact de regards insistants. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous tous d'avoir écouté aujourd'hui Cube Radio. Puis j'ai déjà hâte à notre rendez-vous demain.